le départ. « 7h30, départ de l'auberge de Burgos. » Donc hier, dans la cathédrale de Burgos, nous avons vu donc ce Saint-Christ dont Manier nous parlait, et lui, il l'a vu au couvent Saint-Augustin à l'époque, en 1726, et il était dit que les ongles des mains, des pieds poussaient et qu'il fallait le couper toutes les semaines, ainsi que la barbe, il fallait lui faire la barbe. En fait, il est en bois et recouvert d'une peau de veau qui fait ressembler donc à une peau humaine. Et donc il était grand en miracle et très connu à travers toute l'Europe. Et donc c'est un style, c'est le style du Saint-Christ de Burgos qui est connu comme ça. Il est vêtu toujours dans ces styles de Saint-Christ de Burgos, d'un pagne, celui-ci donc en velours rouge. Voilà, on est 1 heure après Burgos. Et là maintenant, effectivement, on a des compagnons de marche sur le chemin français et sur la Meseta qui commence à partir de Burgos. Épisode pluvieux, sortie des parapluies. Bon, le terrain est plat, on les prend à la main et on met les bâtons au repos. Magnifique fresque sur un portail. Angelus, Angelus. Mais là, on est devant l'entrée du cimetière de l'Ermitage qu'on vient de voir. Et l'inscription en haut de la porte du cimetière. Temple de la vérité est celui que tu regardes. Ne fais pas la sourde oreille à la voix qui te prévient que tout est illusion sauf la mort. Alors j'ai oublié de vous dire hier, alors, vous avez vu, on a fini la via Bayona, qu'on a pris depuis la maison, depuis Tarnos, et Bayonne, Irun. On a fini donc la via Bayona jusqu'à Burgos, où on est arrivé donc hier vers 13h20 à l'auberge, vous avez vu. Et aujourd'hui donc, on a repris Camino Frances jusqu'à Léon, où on pense donc. On a le projet de prendre le San Salvador pour aller au Oviedo et ensuite de prendre le Primitivo pour rejoindre Compostelle. C'est important de vous le dire, que vous sachiez qu'on est maintenant sur le Camino Frances. Aujourd'hui, on va faire une étape de 20 km. Il y a
avait des bus qui nous ramenaient. Oui. Donc celle-là, je l'ai fait d'un seul trait. D'accord. Les 27 km d'un seul trait, je suis revenu. À chercher le camping-car. Voilà, prendre le camping-car et aller correr à Roncevaux et continuer Ok, comme ça. ok. Et Ce soir, nous n'allons pas retrouver Frédéric à l'auberge car il a décidé de faire plus de kilomètres et de partir plus loin. Voilà, on passe devant le bar où hier soir on a assisté à un concert d'opéra, des chanteurs de grande qualité. C'était magique. Voilà, on a quitté Ornios del Camino et on va vers Castro-Guéritz. Je vais mettre le main à l'abri vivant. Et c'est à Ornios del Camino où on a dormi, que Manu a dormi aussi. Et puis il s'est battu avec un de ses copains et il a cassé son bâton sur le dos. Et en fin de compte, après, ils se sont rabibochés. Ils sont restés copains après nouveau. Donc Panier prend ce chemin comme nous. Voilà, les gants, bah, c'est des chaussettes. C'est des chaussettes qu'on a pris parce qu'il fait trop froid au terre et bâton. Et comme on n'a pas pris les gants, ça sert de moufle. il faisait 30 à Tardos en partant. On s'est dit il fera beau sur l'Espagne. Mais ça caille. Ce matin il fait 0. Ça a gelé beaucoup. Avec les chaussettes, ça va. La meseta bien verte au mois d'avril, qui devient toute jaune, hein, bien sûr, avec l'été. On croise aujourd'hui encore Bernard, qu'on a vu hier, qui retourne vers son camping-car. Il va à l'étape à pied, et après il revient à pied également. Donc il fait aller-retour sur l'étape et après il prend son camping-car. Bonjour Bernard. On a traîné ce matin. Je suis parti à 7h15. Je viens d'arriver, bon, j'ai perdu un peu de temps pour trouver un parking. À la sortie du village, il y a un parking Ah, d'accord. en herbe. Bon, j'ai un camping-car, donc ça va le faire. Ouais. Voilà. Parce que c'est passé par le village. Arrivé à Ontanas, après 10 km. Après la pause, en route pour 10 km jusqu'à Castro-Guéritz. Romagné, il disait 4 souris.
Voilà, ici on construit un nouveau chemin, puisque les chemins originaux de Camino, eh ben, ils ont été, depuis les Romains et l'époque médiévale, des routes commerciales, et après ils ont été recouverts par notre goudron, et donc on reconstruit maintenant un Camino pour nous, pèlerins, maintenant qu'on puisse marcher en dehors de cette route. Et voilà, arrivé à Castroveritz. Jorge. ¿Y tú? María José. María José, de Argentina. Muy bonita. Yo soy Jorge de México. ¿Y tú también de México? De Argentina. ¿De Argentina? Gracias Paco por l'albergue, por todo. Todo bien. Todo bien. Hombre, Un ya albergue de Buen camino, vuestra llevo vez. 15 años llevo aquí ya. ¿Cuánto? 15 años. 15 ans qu'il est là. D'accord, gracias. Así que, claro, hemos ido haciendo... En el 19 me hicieron los baños que estaban de pena, pero de pena. Ah, sí, están bien y ahora. y las literas que las cambiaron. Están bien, todo está... Y Ahora con... sí. Bonjour, Minou. À 7h30, on quitte Castroveritz sous le vent et la pluie. Alors, espérons que ça ne dure pas trop longtemps. Cet après-midi, ça se dégage. Voilà, devant nous, la bosse du jour, 140 mètres de dénivelé là, sur 1,4 km, donc ça va monter. Et après, c'est plat. Allez, c'est parti pour la côte. Voilà, première rampe. On a pris de la hauteur déjà un peu. Allez, on va continuer, ça monte.
Ah, ça monte. On s'élève. On était là-bas ce matin. À 7 h, départ de l'auberge.
Alors aujourd'hui, c'est une étape sans difficulté. On longe une route et donc je vais en profiter pour vous parler de notre ami Magné, le jeune tailleur picard de 22 ans qui était là, qui était donc à Castro-Vreiritz, là qu'on a passé avant-hier. Castro-Vreiritz, qu'il appelle 4 souris en français. Et donc il disait dans son récit qu'il avait vendu plein d'aiguilles aux femmes de Castro-Vreiritz qui étaient folles de sa marchandise, parce qu'en fin de compte, jusque là je savais pas, mais il avait emmené des aiguilles pour les vendre comme ça, et c'était apparemment une denrée assez rare. Et donc voilà, et avant d'arriver à Castro-Vreiritz, vous avez vu qu'il y avait un couvent en fait, le couvent de San Anton, le couvent de Saint-Antoine. Donc Magné s'était arrêté là pour manger. Il faisait une description des frères, ces frères de San Anton étaient, et l'ordre était réputé pour soigner le feu de Saint-Antoine, c'est-à-dire une maladie qui était des nécroses, et puis également des convulsions, et également des nécroses très graves qui entraînaient des amputations de différentes parties du corps. Et donc les hospices de Saint-Antoine, enfin des frères Saint-Antonin, soignaient donc ces malades. Et cette maladie a été éradiquée, on pourrait dire, au XVIIIe siècle, lorsqu'on a compris que c'était l'agotisme, c'est-à-dire une maladie qui venait d'un champignon, une toxine qui était contenue dans l'écorce du seigle. Les gens mangeaient des régions de France, on consommait depuis le Moyen-Âge du seigle. Et dans l'écorce du seigle, il y avait ce champignon et cette maladie, l'agotisme, qui donnait des convulsions et qui faisait des nécroses. Et les hospices donc tenus par les frères Antonin, avec leur symbolisme T sur leur chasuble. En fait, Magné nous dit que c'est des chasubles, le T des frères Antonin sur les chasubles était rouge, mais à l'origine, ce T était de couleur bleue. Alors plus tard, il y a différentes interprétations. La première, celle du baron qui a édité le manuscrit de Magné, dit que c'est une potence en fait. Ce thé, le thé qui est porté sur la chasuble, c'est une potence qui servait donc aux gens amputés à marcher. Et d'autres interprétations plus allégoriques, c'est le thé grec, l'ordre de Thau, l'ordre ésotérisme, et patati patata. Et en fin de compte, je suis plutôt pour la version de ces frères Antonin qui soignent les malades et les passants. Ils disaient donc au couvent là, ils soignaient les passants et les pèlerins, et également les malades qui étaient atteints de cette maladie. Donc ils étaient réputés pour soigner cette maladie. J'avais oublié de vous le dire en commentaire lorsque on regardait les images de ce couvent. Ah, voilà, bon, aujourd'hui il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, mais alors le paysage, c'est pas pareil, c'est pas aussi beau qu'hier, bien sûr. Ouais, donc c'est pas tous les jours. Si le chemin est comme ça, aussi plat et sans grand intérêt, ben, je vous raconterai une autre histoire intéressante sur la voie du Puy et du Vézelay, la voie de Tours et la voie de Saint-Gilles. Donc les voies principales des chemins de Compostelle en France. Je vous raconterai une petite histoire à ce sujet qui risque de vous surprendre beaucoup. À demain. Voilà, il est 9 h, ça fait 1h30 qu'on est parti. Et
Il n'y a pas grand monde dans le village. Il y a des cigognes qui sont sur les nids des clochers. Un pèlerin dans la campagne. Cette église du XIIIe siècle de l'ordre du Temple, un témoignage magnifique. Santa Maria la Blanca. L'arrêt de Lupa qui intervient sur les disciples qui transportent le corps de l'apôtre Saint-Jacques dans le chariot tiré par les taureaux pour aller l'enterrer. Là, ils le mettent au tombeau. Tu vois, la tête est à part. La tête est à part de Saint-Jacques. Ils le mettent au tombeau à Compostelle donc. Bon, bonjour Corinne, enchanté de vous rencontrer. Vive la Suisse, oui. la rencontre franco-suisse. Alors vous suivez la chaîne? Vous êtes abonné? Oui. D'accord. Bon, c'est gentil. C'est gentil de nous faire confiance. Redites-le, j'ai pas pris. C'est très bien. D'accord. Bon, merci beaucoup. Hein. Ah, quel plaisir aujourd'hui de pouvoir marcher sans vent, de ne pas avoir à lutter contre le vent comme hier et avant-hier, et d'avoir un peu de chaleur. Il fait chaud, on est en polaire, même peut-être t-shirt, c'est un petit peu frais l'air, mais super. Un grand plaisir à nouveau. Ouais, donc une belle journée sans vent, une journée ensoleillée, super. Voilà, la terre est prête. Elle a été travaillée, les mottes sont cassées, tout est prêt, peut-être même semé. Voilà, c'est sûr que sur ce chemin français, sur la Meseta notamment, il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de choses à voir entre les villages. Mais les villages sont riches, comme nous l'avions vu déjà en 2018. Tous les villages sont riches en édifices romans, bien souvent du XIIIe siècle, XIIe siècle. Et donc il y a toujours l'histoire qui est avec nous, même s'il n'y a pas de la nature qu'on souhaiterait avoir. Effectivement, tous ces champs de culture, les champs ne peuvent exister évidemment qu'avec l'agriculture mécanisée qui a été mise en route après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Sinon, c'était impossible. Avec des animaux à cultiver autant de surface, avec le cheval ou le bœuf. Donc la révolution agricole de l'après-guerre, l'agriculture mécanisée a rendu possible la culture de ces vastes étendues jusqu'à l'horizon. Et voilà, nous arrivons à Carrillo de los Condes. Et voilà, 5 ans après, on retrouve l'albergue Santi Spiritu, tenu par les sœurs, qu'on avait
également fréquenté il y a 5 ans. C'était une belle auberge, Spiritu Sanctu. Très bien. Et départ 8 h, on quitte Carrillo Los Condes, direction Ledigos. Le Pantocrateur, célèbre de ce portail, entouré des apôtres. Sur ce portail est la représentation de toutes les différentes professions au Moyen-Âge. Ce portail est d'origine car le reste de l'église a brûlé durant les guerres d'indépendance, a été reconstruite, sauf donc cette façade qui est d'origine. On voit tous les métiers du Moyen-Âge représentés sur ce portail. Fabuleux monastère, une façade incroyable. Ah, il y a même aussi des vélos maintenant sur le chemin, il y a peut-être 5-6 000 qui sont arrivés l'année dernière. Beaucoup de vélos, de plus en plus. Comme promis, eh bien, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en début d'année, quand j'ai voulu faire un petit exposé pour la médiathèque de Tarnos. Et j'ai fait des recherches un peu historiques et je suis tombé sur deux conférences de Adeline Recoy. Adeline Recoy est docteur en histoire médiévaliste et présidente de l'association des chemins de Compostelle en France et également président des chemins de Compostelle et également membre du conseil scientifique des chemins de Compostelle. Donc c'est quelqu'un de sérieux et elle affirme donc dans ces deux conférences que j'avais regardées que la voie de Tours et la voie de Saint-Gilles sont les deux voies historiques des chemins de Compostelle en France. Ils ont été documentés par tous les récits qui nous sont parvenus et tous les pèlerins passés par ou Tours, la voie de Tours ou par la voie de Saint-Gilles. Et elle nous dit, là on tombe de la chaise, que la voie du Puy et la voie du Vézelay, ce sont de pure création, des voies qui ont été créées, des chemins, donc c'est des GR d'ailleurs, hein, le GR 65 pour le Puy. Ce sont des voies qui ont été créées et aménagées pour les pèlerins dans les années 70, au moment de l'envie de découvrir la campagne. Et donc ces chemins ont été fait pour les hébergements, en tenant compte des hébergements, des sanctuaires qu'il y a autour dans cette région, mais qui n'étaient pas des sanctuaires qui jalonnaient le chemin de Saint-Jacques. Pourquoi on en est arrivé là à dire qu'il y avait la voie du Puy, la voie du Vézelay? La voie du Puy, tout le monde pense que l'évêque Godescal du Puy est parti donc de Sainte-Marie du Puy vers Compostelle. En fait, il a bien fait, Godescal, c'était documenté, il a bien fait un pèlerinage suite à la mort d'un roi en Galice. Il est bien parti
mais il est parti l'hiver 950-951 avec sa suite. Et il a certainement pris le bateau pour le Rhône, pour descendre le Rhône, et ensuite aller jusqu'à Barcelone, certainement par la mer, pour ensuite prendre la voie romaine qui reliait vers Léon, où les Romains avaient exploité des mines d'or pendant 5 siècles. Et voilà, donc, et on sait qu'il est parti en pèlerinage parce que Godescal, il s'est arrêté dans un monastère et voulait demander un monascrit consacré à la Sainte Vierge. Et il est parti ensuite à Compostelle, et au retour, le moine Gomez, il y a une illustration où le moine Gomez donc, lui remet une copie de ce manuscrit qu'il va ramener donc au puits. Voilà l'histoire de Godescal et la voie du puits qui n'a jamais été parcourue par des pèlerins au 16e, 15e, 14e. Il y a juste, donc, ça a été retenu comme ça parce que Picot, dans le Codex Galixtinus, eh bien, Picot dit qu'il y a 4 voies pour aller à Compostelle en Galice. Et il dit il y a la voie de Tours, la voie de Saint-Gilles, la voie du Puy et la voie du Vézelay. Donc partant de là, on s'est dit il y a 4 voies, mais non, en fait il y a bien des sanctuaires à la tête de chaque départ. Et d'après Adeline Recoy, il s'agit d'un symbole de 4, comme les 4 branches de la croix, comme les 4 points cardinaux. Voilà l'histoire. Donc la voie du Puy, la voie du Vézelay, même si elles sont magnifiques, charmantes, eh bien au niveau historique, elles n'ont pas la portée du Camino français qui a été fréquenté par tous les pèlerins depuis le Moyen-Âge en fait. Et même Picot donc en parle, sauf que Picot, Émeric Picot, le moine Poitevin, il se décrit une population, il est un peu raciste et puis fantaisiste. Les étapes sont décrites de manière fantaisiste. Pour les historiens, il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette retranscription latine en disant qu'il y a 4 voies qui mènent depuis la France. Il y a 4 voies qui mènent à Compostelle. Donc voilà, c'était la surprise que j'ai eue moi. Des sites d'associations sur internet, j'ai vu, disent bon, il ne faut pas non plus raconter des histoires aux gens, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est ça. C'est que ces voies sont très modernes, ne sont pas historiques. Donc voilà ce que j'ai appris moi. Dans vos commentaires, dites-moi si vous saviez que ces voies étaient récentes, ont été créées dans les années 70, entre 50 et 70, quand il y a eu la traduction de Jean Vieillard, à la suite de la traduction de Jean Vieillard en 1935. Dites-moi si vous saviez ou si qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà. Et merci, on continue le chemin. Putain, le bar. Voilà, midi, on a encore 7 km et demi. Le bar à pèlerin. Salut. Solo mandamos Argentina. Un petit peu d'ombrage, on lance la route quand même, mais sentier un petit peu
différents. Voilà, arrivé à alberguer et voilà, on est parti, on vient de quitter le superbe auberge où on était hier soir. La Morena qui était géniale. Alors direction Sahagún. Étape courte, mais pour faire des visites historiques. Et puis après il y a 20 km derrière. Aujourd'hui c'est 15. On arrive à bonne heure et je fais réparer mes lunettes que j'ai cassées ce matin. Enfin, je vais tenter de les faire réparer. Une belle lumière du matin. En route vers l'ouest parce que le soleil est bien dans le dos. Donc on est bien en route vers l'ouest, vers Compostelle. Jusqu'à Léon. Pour nous. On espère prendre la route d'Oviedo. C'est pas le chemin le plus court, mais c'est celui qu'on a choisi. Where do you come from? Your country? Lithuania. Lettonie, okay. Oh, freeze. Yes. Fresh, very fresh country. Bon camino. Bon, les petits jeunes qui viennent de nous dépasser, eh bien, ils ont doublé 2 fois ce matin. Mais dans le village, tout à l'heure, ils sont partis à Dreux. Et donc, du coup, ils ont fait demi-tour et ils nous ont rejoints sur le bon chemin. Ils viennent de nous dépasser. Et ils viennent de Lettonie. Donc là, on voit bien des caves des habitants du village dans cette petite colline naturelle. Thomas Guadix. Bon voilà, donc nous sommes le jour 20. Nous sommes le 20e jour à mi-parcours sur nos 40 prévus. Et ça coïncide avec, curieusement, avec la moitié du Camino Frances à Sahagún, où on va arriver tout à l'heure. Bon alors sur Sahagún, Magnier ne nous dit pas grand chose. Il trouve juste un déserteur français là, qui a été garde du roi d'Espagne. Bon, il va avec eux jusqu'à Léon. Et sinon aussi, il y a le codex qui parle de Sahagún, où il faut visiter deux lieux de Saint-Martyr. Et puis également le fameux pré. Le pré où, dans le codex, le livre des miracles, on parle des lances des vainqueurs, de la bataille contre les musulmans. Les lances des vainqueurs ont germé, ont eu des feuilles. Donc voilà, c'était un des 22 miracles évoqués dans le codex. Voilà un panneau important. Voilà, Camino Santiago, itinéraire culturel européen. Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'un itinéraire culturel européen. En fait, en 1987, le Conseil de l'Europe a décidé de créer le premier itinéraire culturel européen en prenant les chemins de Santiago, le chemin de Compostelle, par lequel toute l'Europe a convergé à travers les siècles, pendant des milliers d'années. Et de cela, il y a eu des échanges culturels très importants. Donc, le chemin de Compostelle est le premier itinéraire culturel européen. Maintenant, il y en a 32. Les critères, il faut donc que ce soit des chemins interpays, internationaux.
cathédrale. Avec Camino Frances. Lyon. Voilà. Lyon. Il y a une demi-heure de Sahagún. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pèlerins ce matin. On est tranquille. Sahagún, le centre historique de l'ordre de Cluny. Santa Cruz. C'est très bon, par exemple, pour le repas comme ça, c'est À 8 h, nous quittons cet albergué de Santa Cruz, qui était vraiment d'un très bon accueil, des très bons services. Un dernier coup d'œil sur l'arc. Et le chemin est par là. Encore une belle lumière ce matin sous ces arbres qui symbolisent les fameuses lances des guerriers de Charlemagne qui a combattu ici contre les musulmans. Et dans la légende, les lances des cavaliers chrétiens qui étaient morts, leurs lances qui étaient dans la terre, elles ont germé en fait avec des branches et des feuilles et des racines. Ici on trouve donc ces arbres de partout qui symbolisent ce miracle énoncé dans le Codex livre 4. Alors aujourd'hui, comme les 2 jours précédents, on longe un peu la route parce qu'il n'y a pas trop le choix. Et ça me permet de vous dire que la journée d'hier démontre l'importance et la puissance de l'ordre de Cluny sur le Camino Frances, dans sa puissance qui a installé, créé beaucoup de monastères, d'hospices.
magnifique trompe-l'œil. Un superbe trompe-l'œil. Tu prends le vélo, le Camino à vélo. Un beau trompe-l'œil aussi. Joli. À la recherche du bar El Sueve. 3 minutes. Et la terre toute jaune dans la région. Et Magnier nous dit dans son récit, quand il arrive ici, qu'il a vu des villages avec des murs très hauts et construits en terre jaune. On a commencé à en voir tout à l'heure dans le village, vous avez vu. Voilà, 12h15, encore 1 heure pour arriver à notre étape du jour. C'est le 21e jour et il fait beau. Je voulais dire un petit bonjour à Pierre de la boutique du pèlerin à Saint-Jean-Pied-de-Port. Un petit bonjour, car je sais qu'il nous suit et sa boutique est extraordinaire. Donc si vous passez à Saint-Jean, en face presque du bureau des pèlerins, il y a la boutique du pèlerin de Pierre. Il se fera un plaisir de vous recevoir, de parler avec vous du chemin qu'il pratique toujours quand il ferme sa boutique. Voilà, donc bise à Pierre et à Nadia. À bientôt. On est grand ce matin, des grandes ombres, le soleil vient de se lever, c'est 8 h. Et là on a 13 km sans village. Et puis un pèlerin devant qui prend la même route que nous vers Saint-Jacques. Ah oui. Voilà les montagnes qui se dessinent au loin, qui nous attendent. Et là on est toujours sur la Meseta, encore pour 2 jours. Aujourd'hui de nouveau une étape rectiligne et plate sur la Meseta. Et la Meseta c'est donc cette grande plaine céréalière entre Burgos et Léon notamment, et qui se trouve quand même à une altitude qui frise les 900 mètres en permanence. Voilà, et ici, je ne sais plus si c'est le codex ou Magnier qui nous parle de cette Meseta où une période, tout était envahi par des sauterelles, donc des grillons, qui ont tout mangé, et l'auteur disait que les habitants, les bêtes, tout le monde mourait de faim, que c'était la misère, quoi, que les grillons ou sauterelles mangeaient tout. Un pèlerin ce matin, quelques pèlerins avec nous, sur la route en vélo et puis à pied. Alors Magnier nous dit que dans son récit de pèlerinage que le 21 octobre 1726, ces espadrilles qu'il avait achetées à Burgos ont commencé à rendre l'âme. Donc ils vendent ces chaussures en corde, donc ces espadrilles qu'on connaît bien maintenant, nous, lui qu'il a découvert en Espagne. Donc ces espadrilles en corde et en tissu. Il a adoré, donc hyper légère. Donc il a dû racheter une paire à Léon. Donc il était très heureux d'avoir découvert ces espadrilles. Et ensuite, il est parti depuis Noyon avec ses copains. Et là, le 21 octobre 1726,
Il se trouve au même endroit que nous et il découvre, il relate, il nous dit dans son récit qu'il découvre les poivrons de toutes les couleurs et qui sont fort bons pour lui et qui sont poivrés, qu'on met dans la soupe. Et voilà, donc on appelle ça le poivron. Ah, je vous laisse imaginer ces plaines de la Meseta où il n'y avait absolument rien à l'époque. Quand il est passé Magny en 1726, le 21 octobre, il n'y avait rien entre les villages. Et les villages étaient très pauvres, très petits. Rediegos. Voilà les caves de Rediegos avec les petites cheminées. Donc pour l'hiver et puis l'été, la fraîcheur. Sur ce plateau où ça crame à l'été, terrible. Alors, une maison en terre et avec des pierres, des cailloux de la région. Avec la paille dedans, mélangée à la terre. On trouve ça au Pérou beaucoup. Le bar Elvis, qui a une grande réputation sur Gronds, mais là c'est fermé. 10 ont été tournées quelques scènes du film The Way à Rediegos. Le film de Martin Sheen, James Nesbitt et Deborah Cara, entre autres. Ouais, en fait c'est ça, c'est parce que il y a des scènes du film qui ont été tournées là. Et puis là le Elvis Presley del Camino. Alors on quitte Rediegos, on est à 6 km de l'arrivée. Et là c'est le deuxième mur à gauche que l'on voit dans la région. Donc c'est surprenant de voir un mur à gauche qu'on trouve plutôt au Pays Basque. Donc super. Donc ligne droite jusqu'à l'arrivée à notre étape du jour. Alors, on traverse l'autoroute sur un grand pont. Et là, depuis longtemps, on aperçoit des vaches dans le pré. Ça fait drôle d'en voir des vaches, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaches depuis un moment. Ce qui est super, c'est que il est midi et on marche à l'ombre de ces arbres là qui ont été plantés exprès pour faire de l'ombre aux pèlerins sur le Camino. Donc c'est bien. Alors je sais pas, ils doivent avoir peut-être 15 ans ou ces arbres là, je pense, comme ça à vue d'œil, les platanes. Il y en a d'autres endroits, des jeunes qu'ils ont mis aussi. Donc super. Départ de notre casa rural chez Miguel et Sally et donc direction Lyon pour y être vers midi. Et là, superbe ce matin, à l'instant on vient de voir des chevreuils courir dans le bois là-bas.
Je rentrais dans le bois là-bas, magnifique. En plein dans la campagne ce matin, puisqu'on rejoint directement Léon. Voilà, après 3 heures de marche, on arrive à Léon, enfin du moins dans la banlieue. On va rejoindre la cathédrale et l'auberge Saint-François d'Assise. On est bien à l'entrée là, on a un accueil pour les pèlerins, spécialement avec de l'information et puis une petite sucette gentille, une petite sucette donnée, le timbre, le pont d'entrée de Léon, la porte ouest. Et voilà donc cette pancarte là, directement Santiago d'ici c'est 311. Par Ocebrero, les montagnes ont dépassé il y a 5 ans, et Ponferrada, Ocebrero, Santiago. Et puis pour nous, par le Camino San Salvador, c'est 443. Donc on a 132 de plus. Oui, j'avais perdu. Voilà. Mais bon, pas pour longtemps, on va se séparer.